Conseil d'État examine aujourd'hui le cas de Vincent Lambert. Son épouse et ses médecins ont saisi la haute juridiction, la plus haute juridiction du pays, parce que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait décidé mi-janvier de maintenir les traitements de ce tétraplégique de 38 ans en conscience minimale depuis 5 ans et un accident de moto. Vincent Lambert est pris dans la tourmente familiale entre la volonté de sa femme de le voir partir et celle de ses parents qui veulent le maintenir en vie. Je le disais il y a un instant, cette affaire a ému beaucoup de Français qui se posent aujourd'hui la question « Et si c'était moi ? Et si c'était moi ?» Les Français qui réfléchissent à leur fin de vie. Comment faire pour éviter que sa famille ne se déchire, Jean-Luc Romero ? Et justement, vous le dites bien, cette affaire bouleverse les Français qui, cette fois-ci, s'identifient beaucoup à ce qui se passe parce que ils ont souvent été émus par beaucoup d'affaires, mais ils se sont jamais dit, mais si c'était moi. Et on voit là très clairement que les gens se disent, voilà, moi j'ai pas envie que ma famille se déchire sur moi et m'impose peut-être quelque chose que j'ai pas voulu. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut écrire ces directives anticipées. Vous savez, les gens, ils écrivent leur testament, c'est-à-dire qu'ils disposent de leurs biens, de ce qui leur appartient, d'une manière généreuse pour les gens qu'ils aiment, mais ils oublient de penser à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut, si moi je me retrouve dans un coma irréversible, qu'est-ce que je souhaite par exemple? Eh bien oui, il faut, et ça on peut, écrire des directives anticipées. Alors justement, je m'arrête là-dessus, Jean-Luc Romero. On peut écrire des directives anticipées, écrire sur quoi, et ce document est remis à qui? Alors, on peut écrire librement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de forme obligatoire, mais pour être sûr de bien faire les choses, nous, à l'Association pour le droit de mourir dans l'indignité, on a fait un modèle que les gens peuvent écrire, sur lequel ils peuvent aussi indiquer là où les personnes de confiance qu'ils souhaitent désigner, parce que écrire c'est bien, mais aussi désigner quelqu'un que vous connaissez bien, avec qui vous avez discuté de vos convictions, c'est important. Et ces directives anticipées, eh bien, il faut les donner à son médecin, il faut les donner à ces personnes de confiance, et puis quand vous allez à l'hôpital, il faut que ce soit dans votre dossier médical pour que vous puissiez être respecté, même, il faut malheureusement le dire, la loi actuelle fait que c'est un élément pour le médecin, mais il n'est pas obligé de les suivre. Sauf que évidemment, il n'est pas, c'est ça que nous on veut faire changer, on veut qu'elles deviennent obligatoires comme en Belgique, comme aux Pays-Bas, comme dans d'autres pays, mais en même temps on sait très bien que ce sera une éducation importante, on le voit bien dans l'affaire Lambert. Dans l'affaire Lambert, l'épouse dit « mon mari avait ces convictions-là, dans cette situation, il n'aurait pas souhaité », et on a la mère qui dit le contraire. Donc on est dans une situation très compliquée, et que si c'était écrit, au moins ce serait clair, et globalement les médecins, je pense, les suivraient, même si je vous dis, il faut qu'elles deviennent obligatoires dans notre pays. Bon, je vais être encore plus précis, Jean-Luc, parce que vous l'êtes, mais on va l'être encore plus. Donc j'écris ces directives anticipées, je mets dans mon testament, chez le notaire, pourquoi pas, hein, Jean-Luc Romero. Donc, directive anticipée, je garde ce document, je le transmets à une personne de confiance. Le médecin, lorsque j'entre à l'hôpital, par exemple, je transmets ces directives anticipées dans mon dossier médical. D'accord ? Ensuite, le médecin, comme vous le dites, Jean-Luc Romero, n'est pas obligé d'appliquer ces directives anticipées. Si la famille se déchire autour de ces directives anticipées, que se passe-t-il ? Ah non, alors là, si la famille se déchire, là, ce sont les directives anticipées qui ont valeur. C'est-à-dire qu'elles priment surtout, elles priment même, si vous désignez une personne de confiance, cette personne prime même sur la famille. C'est pour ça que je vous dis que si Vincent Lambert avait écrit ces directives anticipées, le problème aujourd'hui serait totalement différent. Et c'est pour ça que les gens s'affolent autant. Nous, on a un fichier national de directives anticipées. Même les gens qui ont envoyé leurs directives aujourd'hui nous appellent en disant est-ce qu'on les a bien écrits, etc. Parce que les gens s'affolent. Ils n'ont pas envie que leur famille se déchire comme ça. Et puis ils n'ont pas envie, en plus, qu'on ne respecte pas éventuellement leur volonté. Les écrire, certes, elles ne sont pas obligatoires, mais en tout cas, elles priment sur tout autre avis. Donc, il faut les écrire. Ça a quand même aujourd'hui une valeur indicative. Et moi, je pense quand même qu'une majorité de médecins les suivraient. En même temps, il faut se battre pour que, enfin, le gouvernement dise ces directives. Quand on les a écrites,
Quand on a choisi une personne de confiance, elle prime, parce que vous imaginez le médecin que vous avez peut-être à l'hôpital, qui vous a vu arriver comme ça en urgence, il sait même pas qui vous êtes, il connaît pas vos convictions. Donc c'est si vous n'avez rien écrit, c'est les siennes qui peut éventuellement imposer, ou celles évidemment d'une partie de la famille. Donc il faut les écrire et il faut que le gouvernement fasse enfin ce qu'avait promis Leonetti pendant 10 ans et qu'il n'a pas fait, une campagne pour expliquer aux gens qu'il faut écrire. Parce que vous savez aujourd'hui, vous savez combien de personnes ont écrit en France leur directive anticipée? Eh bien moins de 3%, exactement 2,5% des Français.